Vous avez peut-être entendu le tremblement dans sa voix, même s'il a essayé de le cacher. Gunnar et moi, on doit monter là-haut et je peux vous dire qu'on a vraiment la trouille. Mais c'est justement notre mission du jour, surmonter notre vertige. C'est aussi le sujet de notre émission, la peur. En Europe, on a beau être au chaud et relativement en sécurité, de plus en plus de gens se font traiter pour troubles phobiques. En Allemagne, aujourd'hui, 20% de la population se fait traiter à un moment ou à un autre de sa vie. La peur n'est plus un tabou, ni une faiblesse de caractère, mais une pathologie sérieuse que l'on peut soigner. Et même, il faut la soigner. Car on ne parle pas de la peur qu'il pleuve éventuellement au cours de la journée. Non, on parle d'une peur qui peut faire de la vie un enfer. Une situation quotidienne, quelle qu'elle soit, peut tourner au cauchemar. Chez les personnes phobiques, un système d'alerte interne se déclenche brusquement et provoque des réactions de défense incontrôlables. Renate Djimbala en fait pour la première fois l'expérience dans une station de métro où elle attend la rame qui doit la ramener chez elle, un jour comme les autres, il y a 4 ans. Cela commence par de violents vertiges. Elle a mal au cœur, transpire énormément, tremble et pense qu'elle va mourir. Son corps tourne à plein régime. Les glandes surrénales envoient des hormones de stress dans le sang. Le foie libère du sucre. La tension artérielle augmente. L'estomac et les intestins se contractent. Aujourd'hui, elle sait que c'était sa première crise de panique. Elle a une peur maladive des lieux publics où elle se sent sans défense. Elle souffre d'agoraphobie. Des symptômes apparaissent et on ne sait pas ce qui se passe. On a vraiment peur de mourir. On a l'impression qu'on va faire un infarctus d'un instant à l'autre. C'est vraiment terrible. On ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu soi-même. Des états d'angoisse extrême qui surgissent tout à coup. Pendant des années, Renate Djimbala est prise de crises de panique à répétition. Mais elle ne se doute pas que la peur incontrôlable dont elle souffre est une maladie très répandue. Pour éviter les situations critiques, cette sportive passionnée s'isole de plus en plus. Elle ne va plus au tennis, ni au théâtre, décline les invitations. Par peur de la peur, son quotidien devient une fuite en avant dans tous les domaines, y compris dans son travail qu'elle aimait tant, malgré le stress. Dans mon bureau, il y avait toujours beaucoup d'agitation, de bruit, et ça finissait par m'être insupportable. J'allais aux toilettes et je pleurais en me disant que c'était invivable. Un jour, je suis allée chez le médecin pour me faire aider, lui demander des médicaments. Et il a dit « Ce n'est pas possible, il faut vous sortir de là. Je vous envoie chez un spécialiste, on verra ce qu'il pourra faire. » Et le spécialiste m'a envoyée à la clinique. La clinique de psychiatrie fait partie de l'Institut Max Planck et elle est spécialisée dans la recherche sur les phobies. Depuis quelques années, le nombre de patients augmente. Angelika Erhardt dirige le centre d'accueil pour agoraphobes. Elle pense qu'autrefois, il n'y avait pas moins de phobiques, mais que la peur d'avouer un trouble psychique était plus forte qu'aujourd'hui. La plupart des patients tombent malades entre 20 et 30 ans, en pleine vie active. On appréhende encore souvent de le dire à son employeur ou aux autres, parce qu'on craint que ça se retourne contre soi. Les violents symptômes physiques de la peur induisent souvent les médecins en erreur. C'est pourquoi il faut encore en moyenne 7 ans pour qu'une phobie soit identifiée et bien traitée. Le plus terrible dans une crise de panique, c'est que le corps perd complètement les pédales et qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Le cerveau lui envoie des signaux. Tu es en train d'étouffer ou tu fais un infarctus. On se sent vraiment mal et on est prêt à tout pour éviter une autre crise. Quitte à rester sous la table les 7 jours suivants et à ne pas bouger d'un pouce.
Je vous le dis par expérience, ce n'est vraiment pas marrant. Et on passe d'une situation vraiment pas marrante à une situation qui, elle, le sera vraiment, ou du moins on l'espère. Pour cela, on s'en remet à Bernd, notre entraîneur, qui s'active sur ses harnais comme un cheval impatient de quitter l'enclos. Qu'est-ce qu'on fait, Bernd? D'abord, on met le harnais pour pouvoir bouger en toute sécurité là-haut. Super! C'est taille unique? Je vais serrer un coup. Voilà. Bernd, je dois t'avouer que l'altitude, ça me fait de l'effet. Je viens de m'en rendre compte en montant. Qui fait appel à tes services? Qui grimpe ici? Est-ce que ce sont des gens qui ont le vertige ou au contraire pas du tout? Je dirais que ça dépend. Bien sûr, en tant qu'entraîneur, nous préférons les gens qui ont le vertige. Parce qu'en général, ils sont assez fiers d'eux quand ils repartent. Ceux qui font déjà de l'escalade sont souvent très contents d'eux. Mais nous, entraîneurs, nous pensons qu'une personne a plus de mérite quand elle repousse ses limites, qu'elle décide de continuer. Les gens qui ont le vertige sont sûrement plus prudents. Bien sûr, au début, ils sont extrêmement prudents. Mais ça évolue avec le temps. Et ils s'en rendent à peine compte. Ils commencent par des exercices qui sont relativement simples. Puis ils s'attaquent à des choses plus difficiles. Et ils en sont très fiers. Je n'aurais jamais cru. Un jour, une gamine qui venait de faire le parcours a dit « Si ma maman avait vu ce que j'ai fait, elle était vraiment adorable. Et elle était hyper fière, ce qui nous fait évidemment très plaisir à nous les entraîneurs. » Est-ce qu'il existe des profils types? Quand les gens arrivent ici, est-ce que tu reconnais ceux qui ont peur ou pas? Oui, on est bien formés, on connaît bien la peur. Même si on fait beaucoup d'escalade, ça reste la préoccupation numéro 1. Bien sûr, je vois si quelqu'un en bas a un peu d'appréhension. J'observe comment il grimpe le tronc d'arbre, puis comment il se comporte ici, sur la plateforme. Mais est-ce qu'on le voit d'emblée ou est-ce que tout le monde peut avoir peur? Ça peut arriver à tout le monde, c'est clair. Mais il y a des comportements typiques. Par exemple, celui qui dit en bas « Mais c'est un jeu d'enfant », vous pouvez être sûr qu'en haut, il ne tiendra plus le même discours. Donc il y a des comportements qu'on peut interpréter. Mais au fond, ça peut concerner n'importe qui. On l'a bien compris, chacun de nous peut avoir peur. Mais la question, c'est de savoir qui peut en être malade. La chasse aux responsables est ouverte. Une gélule de caféine aussi forte que 3 tasses de café. La caféine joue le rôle de transmetteur dans le cerveau et entraîne une plus forte propension à la peur chez une personne saine. Au cours de l'expérience qui suit, le cerveau doit réagir comme celui d'un patient angoissé. Des sons intensifs et soudains déclenchent un réflexe de peur du muscle de la paupière. Ce réflexe est renforcé par des photos perturbantes et atténué par des photos anodines. Les réactions du cerveau modifiées par la caféine ressemblent à celles des patients chez qui une phobie a modifié le système de neurotransmission. La psychiatre Katharina Domschke veut venir en aide aux phobiques. Elle étudie ce qui les distingue des personnes saines. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, révèle une activité importante en cas de peur dans le siège des émotions, celui de la mémorisation et celui du contrôle du comportement. Un réseau qui se régule mal chez les phobiques. Pour la chercheuse, cela s'explique entre autres par des changements génétiques. À partir des variations des gènes que nous essayons d'identifier, nous espérons découvrir quels systèmes de neurotransmission peuvent être impliqués et quels réseaux cérébraux peuvent être perturbés lors de l'apparition de phobies.
Autrement dit, l'identification des facteurs de risque génétique permet de mieux comprendre la neurobiologie de la peur. En laboratoire, les chercheurs traquent les gènes qui régulent l'action des neurotransmetteurs dans le cerveau et qui sont modifiés chez les personnes phobiques. Mais au lieu de trouver un seul gène de la peur, ils détectent de plus en plus de gènes suspects. Katarina Domschke vient d'en découvrir une nouvelle variante, la 5e. En tout cas, environ 50% des risques de phobie sont détectables dans le génome. Toutefois, les gènes à risque ne sont dangereux que dans certaines combinaisons. Si un jour, nous sommes en mesure d'identifier ces 20-30 gènes, nous pourrons créer une sorte de profil des risques pour chaque individu. À partir de ce profil, nous pourrions établir des prévisions pour savoir notamment si quelqu'un est sujet à telle ou telle phobie et lui proposer suffisamment tôt de bénéficier d'un accompagnement thérapeutique, de réduire le stress de manière ciblée ou encore d'essayer d'éviter les situations à risque. De toute façon, on ne peut pas influencer nos gènes. Et on a déjà pris de la caféine, mais ça fait un petit moment. C'est vrai que ça fait un petit moment. Gunnar et moi, nous allons nous attaquer maintenant à notre grande mission, à savoir le fameux parcours acrobatique d'Asheim. Bernd, on commence par quoi? Où est-ce qu'on va? Je vous conseillerais cet exercice. C'est le plus facile de tous. D'accord. Viens voir maman. On dirait que c'est mon jour aujourd'hui. Ce n'est pas trop mon truc, mais ça va. Au moins, tu en es sorti vivant, ça nous fait plaisir. À propos, juste pour votre information, le terme scientifique pour vertige est acrophobie. Et sans faire de jeu de mots, cette peur des hauteurs est hautement psychologique. Elle traduit en général une peur de perdre le contrôle et une difficulté à faire confiance. Quant aux symptômes, on les a vus chez Gunnar, les genoux qui tremblent, le cœur qui s'emballe, la suffocation. Les mains moites. Tout à fait. Et jusqu'ici, on pensait que c'était congénital. Jusqu'ici. Si les enfants ont une peur innée des serpents et des araignées, ils ne craignent pas la hauteur. Ils doivent apprendre que cela représente un danger. Par l'imitation notamment. La frayeur des parents peut programmer les circuits de la peur chez l'enfant. Ces mêmes circuits enregistrent également les réactions contrôlées et prudentes des parents. La leçon pour cette fois, faire attention, mais pas de panique. Des neurobiologistes étudient précisément ces processus d'apprentissage sur des souris. Comme les hommes, les souris peuvent développer des troubles de la peur, car elles aussi apprennent par l'expérience ce qu'elles doivent craindre. Pour les chercheurs, c'est un avantage que les souris manifestent clairement leur peur. Les animaux craintifs se cachent et ne s'aventurent pas en terrain découvert. Selon les critères de l'espèce souris, cet individu présente un trouble de la peur. La souris suivante est plus courageuse. Elle explore tout le labyrinthe, les espaces fermés et ouverts. Elle manifeste moins de peur. Est-ce parce qu'elle mémorise autrement les situations anxiogènes que la souris présentant des symptômes de peur? Dans ce cas,
Cette différence devrait être mesurable, estime le neurophysiologiste Hans Christian Pape. Il examine de très près des cellules pour voir comment certains neurotransmetteurs commandent l'apprentissage. À cette fin, les chercheurs placent les réseaux cellulaires sous le microscope et les activent par électrodes. Au laser, on voit comment les cellules nerveuses apprennent. Nous observons l'activité et le mode d'action de la substance dans les réseaux de cellules nerveuses prélevés sur des animaux vierges de toute expérience et sur des animaux qui ont appris la peur ou qui ont appris à la surmonter. À partir de cette comparaison, nous pouvons déterminer comment l'apprentissage de la peur fonctionne au niveau cellulaire, comment l'oubli et l'effacement fonctionnent et comment les neurotransmetteurs agissent sur ces processus. Lorsque le cerveau apprend la peur, le siège des émotions émet un signal sur lequel le siège de la mémoire et le cortex qui commande le comportement se calent. C'est ainsi qu'un nouveau circuit de peur se forme. À chaque fois que ce signal synchrone surgit, le cerveau sonne l'alerte. Le cerveau signale cette activité par des voies descendantes ou voies motrices qui déclenchent une réponse comportementale à la peur. Augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, activité motrice pour se défendre, attaquer ou fuir. Pour se débarrasser d'une peur superflue, le cerveau doit remplacer le circuit correspondant par un nouveau système. Cette fois, c'est le cortex qui dirige l'opération. En cas de phobie, cette fonction de contrôle du cortex est perturbée. Ici, les souris apprennent la peur. Dans un instant, un signal sonore va être émis, accompagné d'une faible décharge électrique. Après quelques répétitions, la souris a mémorisé le son comme un stimulus de la peur. À présent, même sans décharge électrique, elle réagit au son par la peur. Mais si elle entend à plusieurs reprises ce son inoffensif, son cortex peut réévaluer le signal et effacer progressivement le circuit de peur. Ce processus peut même être accéléré. À l'aide de certains neurotransmetteurs, les souris oublient leur peur en un tiers du temps. Pour se faciliter la tâche, on fait ceci, Gunnar. Regarde comment je fais. Je plie les genoux comme au ski, sans chanceler. On met de moins en moins de poids en haut, on tire de moins en moins fort. Tu t'es bien débrouillé, hein? Ouais. Belle progression. J'imagine bien que vous pensez, ils en font des manières, Caro et Gunnar. Ces exercices sont faciles. Mais moi, je vous le dis, si vous étiez à notre place, vous aussi, vous auriez la trouille. Et je trouve que Gunnar s'en est très bien tiré. Au moins, il est allé jusqu'au bout. Bernd, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un reste bloqué et dit « J'ai vraiment peur. Je suis incapable d'avancer ni de reculer ». Les entraîneurs vont immédiatement sur place. Ils le ramènent sur la plateforme. Et ils l'accompagnent le plus possible pour qu'il n'ait plus peur. Et comment fait-on? Eh bien, par exemple, on le prend par la ceinture et on le ramène. Dès que l'entraîneur se trouve auprès de lui, en général, la peur diminue fortement. La personne se sent en confiance et on peut la ramener saine et sauve sur la plateforme. Est-ce que certaines personnes viennent exprès pour s'affranchir d'une peur en vous disant qu'elles ont un problème avec l'altitude? Une sorte de thérapie de confrontation? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes comme ça. Je ne dirais pas qu'on voit arriver des gens qui ont tellement peur qu'ils n'osent même pas essayer, mais il y en a un certain nombre qui se demandent s'ils sont capables de monter jusqu'ici et qui repartent le soir chez eux fiers d'y être arrivés. On t'a vu te balader comme ça toute la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur, qui te fait crier ou trembler?
En fait, personnellement, c'est en montagne que j'ai le plus peur. Quand je vois que ça peut être dangereux ou qu'il est difficile de trouver son chemin. Là, même Bernd a la trouille. On a du mal à le croire. Si, c'est vrai. La plupart des escaladeurs que je connais sont des gens peureux, qui veulent justement affronter leur peur pour pouvoir s'en débarrasser. Je ne suis pas un héros. Bref, il y a beaucoup d'alpinistes qui pratiquent sur eux-mêmes la thérapie de confrontation. On peut le dire comme ça. Merci beaucoup. Visiblement, je n'ai pas de problème de vertige. Je l'ai montré aujourd'hui en faisant le parcours acrobatique. Mais ce qui me fait hurler, ce qui me met dans tous mes états, ce sont les araignées. Là, j'aurais bien besoin d'une thérapie. On ne peut pas dire que cet espace virtuel ait l'air très réaliste, pas plus que ces araignées. En revanche, la peur qu'elle génère est bien réelle. Augmentation du rythme cardiaque, sueur, sensations bizarres. La thérapie de la confrontation virtuelle fonctionne. Vous pouvez évaluer votre peur? 7. Souvent, elle fonctionne même mieux que la version classique avec des photos ou des animaux vivants. En effet, la patiente peut commander et augmenter le stimulus de peur à sa guise. Et maintenant, toujours autant? Un peu moins. Les scientifiques peuvent observer en direct comment le cerveau efface des souvenirs de peur. Ici, nous sommes dans une situation où nous pouvons reproduire en laboratoire des états phobiques que le patient connaît bien. Et à partir de ces modifications psychologiques, physiologiques et neuronales, nous pouvons voir quel est le potentiel thérapeutique de ces changements. Les chercheurs observent ce qui se passe dans le cerveau d'un patient quand il est confronté à l'objet de sa peur. Pour le déterminer avec précision, des thérapies virtuelles ont été conduites à l'aide de l'IRM. Il s'est avéré que cela aidait les patients d'observer attentivement leur réaction à la peur. Oh merci, il était temps. Bon, très bien. Madame Djimbala, quel est votre degré de peur? 8-9. Renate Djimbala est décidée à surmonter son agoraphobie. En compagnie de sa thérapeute, elle se rend là où elle a le plus peur, dans le tumulte du centre-ville de Munich. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Elle va s'exposer à sa plus grande source d'angoisse. Objectif, supporter la situation jusqu'à ce que la peur régresse. C'est ce qu'on appelle une immersion. Cela peut durer 5 minutes comme une demi-heure. Mais tôt ou tard, la peur est surmontée, ne serait-ce que parce que le corps est épuisé et qu'il ne supporte plus cette tension. C'était un bon début, tout s'est bien passé. La peur a reculé. Madame Djimbala a pu voir que la peur diminuait, qu'il ne lui était rien arrivé, qu'elle pouvait le supporter. C'était le but, mais il faudra répéter l'expérience. Pour que cette expérience nouvelle se pérennise et que le souvenir de la peur s'efface, Renate Djimbala doit sans cesse se confronter à sa peur, voir comment elle surgit, comment elle est ressentie et comment elle disparaît. Une pratique qui peut durer plusieurs mois. Beaucoup de monde, des enfants, nausées, les 2 mains agrippées, terrible sueur, forte peur. C'est ce que les psychologues appellent la thérapie comportementale cognitive. Une méthode destinée à se débrouiller seul. Les phobiques découvrent qu'ils peuvent commander eux-mêmes une émotion aussi forte que la peur. Sensation bizarre à l'estomac, mais sinon tout va bien. Pas de peur, plus du tout de problème dans le métro. Renate Djimbala a retrouvé l'équilibre. La foule et l'agitation lui sont toujours désagréables, mais elle voit de nouveau du monde en y prenant même plaisir.
On ne peut que féliciter Madame Djimbala. Nous deux, on n'en a pas encore tout à fait fini. Il faut qu'on redescende, et vous vous en doutez, ça ne se fera pas sans une petite montée d'adrénaline. Oui, mais je suis avec toi. Je tousse. C'est ça, tous. À la prochaine. À la prochaine. Tout le monde descend. C'est parti. J'adore. Salut.